La veille de mon mariage, j'ai tout découvert. Le monde s'est effondré sous mes pieds en un instant, comme si le sol venait de se fissurer pour m'engloutir dans un abîme sans fond. Ma mère me trompait avec mon fiancé. Ces mots résonnent encore dans ma tête, comme un écho infini, une phrase que je n'aurais jamais imaginé prononcer. Je m'appelle Amélie Dupont. J'ai 28 ans et j'enseigne la littérature dans une école renommée de Paris. Ma vie était ordonnée, prévisible, heureuse. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais rencontré Jean-Pierre Moreau au café Les Deux Magots lors d'une journée pluvieuse de novembre. Il était venu s'asseoir à ma table, prétextant que toutes les autres étaient occupées. Son sourire m'avait immédiatement captivée et sa façon de parler de l'architecture, sa passion, m'avait fait oublier le temps qui passait. À 35 ans, Jean-Pierre était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Intelligent, attentionné, élégant, avec ce charisme particulier qui semblait illuminer chaque pièce où il entrait. Notre relation avait évolué naturellement, comme dans ces romans que j'adorais analyser avec mes élèves. Des cafés au dîner, des promenades au jardin du Luxembourg au week-end à la campagne. Après 2 ans ensemble, il m'avait demandé en mariage lors d'un voyage à Bordeaux, dans le château vinicole, où mon père, Marcel, avait travaillé comme sommelier avant son décès. Ce geste m'avait touché profondément. Jean-Pierre savait combien la mémoire de mon père était importante pour moi. Ma mère, Sylvie, avait accueilli la nouvelle avec un enthousiasme qui me semblait presque excessif. Propriétaire d'une boutique de haute couture à Saint-Germain-des-Prés, elle s'était immédiatement investie dans chaque détail des préparatifs. À 48 ans, veuve depuis 5 ans, elle semblait revivre à travers mon bonheur, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je me souviens encore de ce jeudi après-midi, exactement 24 heures avant ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. L'église Saint-Sulpice était réservée, le château de Vaux-le-Vicomte préparait notre réception, et mon appartement haussmannien sur la rue de Rivoli était envahi de cartons et de valises. Les préparatifs pour notre emménagement dans un nouveau foyer après notre lune de miel en Toscane. J'étais sortie du travail plus tôt ce jour-là, épuisée par les derniers préparatifs et les émotions qui tourbillonnaient en moi. J'avais décidé de passer chez ma mère pour récupérer quelques photos de famille que nous voulions exposer lors de la réception. En arrivant devant sa maison, j'avais remarqué une voiture familière garée quelques mètres plus loin, la Audi noire de Jean-Pierre. Mon cœur avait fait un bond, pensant à une surprise qu'il me préparait peut-être ensemble. J'ai utilisé ma clé pour entrer silencieusement, espérant les surprendre en plein préparatif. L'appartement était calme, trop calme. Seul un filet de musique classique s'échappait de la chambre de ma mère. La porte était entr'ouverte, et ce que j'ai vu à travers cette fente a figé mon sang dans mes veines. Ma mère et Jean-Pierre, enlacés dans une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Les mots qu'ils échangeaient, les gestes, cette complicité évidente, tout indiquait que ce n'était pas la première fois. Je suis restée là, paralysée, incapable de réagir, mon cerveau refusant d'accepter ce que mes yeux voyaient. Je suis partie sans faire de bruit, comme une automate, marchant dans les rues de Paris sans destination. Les heures ont passé sans que je m'en rende compte. Le ciel s'est assombri, puis la pluie s'est mise à tomber, mais je ne la sentais même pas sur ma peau. Mon téléphone vibrait sans cesse. Ma mère, Jean-Pierre, ma meilleure amie Camille, qui devait me retrouver pour les derniers ajustements de sa robe de demoiselle d'honneur. Je les ai tous ignorés. C'est finalement vers minuit que je suis entrée dans l'hôtel Le Bristol, trempée jusqu'aux os, demandant une chambre sous le nom de Valentina Rousseau. Le réceptionniste m'a regardée avec curiosité, mais n'a posé aucune question face à mon état visiblement perturbé. Dans la chambre luxueuse, qui contrastait cruellement avec mon état d'esprit, j'ai finalement laissé sortir les larmes qui menacèrent depuis des heures. Ce n'était pas seulement la trahison qui me détruisait, c'était l'ampleur du mensonge, la durée de cette duplicité, la façon dont ils avaient dû rire de ma naïveté. Comment ma propre mère, la femme qui m'avait élevée, qui m'avait appris les valeurs de loyauté et d'honnêteté, avait-elle pu me faire ça? Et Jean-Pierre, l'homme à qui j'avais confié mes rêves, mes peurs, mon corps, mon cœur, comment avait-il pu me regarder dans les yeux jour après jour, en sachant qu'il partageait le lit de ma mère? Au milieu de la nuit, alors que Paris dormait sous la pluie, une étrange clarté s'est faite dans mon esprit. La douleur était toujours là, mais elle se transformait en quelque chose de différent, de plus froid, de plus résolu. Je ne serais pas leur victime. Je ne serais pas cette femme qui découvre la vérité et s'effondre, qui annule tout en silence pour préserver les apparences,
ou pire encore, qui fait semblant de ne rien savoir pour éviter le scandale. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. D'abord, un email à mon oncle Philippe, le seul membre de ma famille qui avait toujours semblé méfiant envers Jean-Pierre. Puis un message à Camille, ma meilleure amie et journaliste de profession, lui demandant de venir me rejoindre à l'hôtel immédiatement, malgré l'heure tardive. J'ai ensuite contacté M. Henri Clement, notre voisin et ancien photographe, qui m'avait un jour mentionné avoir vu ma mère et Jean-Pierre ensemble dans des circonstances qui l'avaient interpellé. À l'aube, j'avais un plan. Pas seulement un plan pour annuler un mariage, mais un plan pour reprendre le contrôle de ma vie, pour faire éclater la vérité de la manière la plus spectaculaire possible. Je ne voulais pas seulement éviter de me marier avec un homme qui me trahissait, je voulais que tout le monde sache exactement pourquoi. Camille est arrivée peu après 6 heures du matin, les yeux gonflés de sommeil, mais l'esprit alerte. Son expression est passée de l'inquiétude à l'horreur, puis à une détermination farouche alors que je lui racontais tout. « Je serai là », m'a-t-elle promis. « Je documenterai chaque seconde. Ils ne pourront pas nier, ils ne pourront pas minimiser. » Les heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. Mon oncle Philippe est arrivé de Lyon en début d'après-midi, apportant avec lui non seulement son soutien inconditionnel, mais aussi des informations troublantes sur le passé de Jean-Pierre, qu'il avait découvertes au cours des mois précédents, des détails qui rendraient ma décision encore plus justifiée. Monsieur Clement m'a envoyé des photos qu'il avait prises par hasard quelques semaines auparavant, ma mère et Jean-Pierre, se tenant la main dans un coin reculé du jardin du Luxembourg, s'embrassant comme des amants de longue date, sans la moindre trace de culpabilité sur leur visage. Ces images ont enfoncé le dernier clou dans le cercueil de mes doutes. Pendant ce temps, mon téléphone ne cessait de sonner. Ma mère, d'abord inquiète, puis frénétique. Jean-Pierre, passant de la préoccupation à l'irritation, puis à une panique à peine dissimulée. Je les ai laissés dans l'incertitude, savourant cette petite vengeance avant la grande révélation. Le soir venu, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Le mariage aurait lieu. Je me présenterai à l'église, dans ma robe de mariée, avec mon voile soigneusement ajusté sur mon visage pour cacher mes yeux rougis et ma détermination implacable. Je laisserai la cérémonie se dérouler, j'écouterai les vœux hypocrites de Jean-Pierre, je regarderai ma mère feindre l'émotion au premier rang. Et puis, au moment crucial, quand le père Mathieu me demanderait si j'acceptais de prendre Jean-Pierre comme époux, je prendrai le micro et je révélerai tout. Devant nos 200 invités, devant la famille de Jean-Pierre, devant les amis de ma mère, devant tous ces témoins venus assister à une célébration d'amour, je mettrai à nu la vérité dans toute sa laideur. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôtel, j'ai préparé mon discours. Les mots coulaient de moi comme un poison qu'on extrait d'une plaie. Chaque phrase était à la fois une douleur et une libération. J'allais transformer mon humiliation en un acte de pouvoir, ma trahison en une opportunité de renaissance. À l'aube du jour qui devait être mon mariage, je me suis levée avec une étrange sérénité. J'ai enfilé la robe que j'avais choisie avec tant d'amour, ce voile délicat qui tombait sur mon visage comme un rideau de neige. Devant le miroir, j'ai contemplé cette femme que je ne reconnaissais plus tout à fait, plus forte, plus dure peut-être, mais aussi plus authentique que je ne l'avais jamais été. La limousine blanche est venue me chercher à l'hôtel, exactement comme prévu. Le chauffeur m'a regardé avec un sourire encourageant, ignorant le drame qui se préparait. Le trajet jusqu'à l'église Saint-Sulpice m'a semblé à la fois interminable et trop court. Paris défilait par la fenêtre, indifférente à mon tourment, belle et cruelle comme toujours. En arrivant devant l'église, j'ai aperçu la foule des invités qui entraient, élégants et joyeux. Camille m'attendait sur le parvis, son appareil photo dissimulé dans son sac de demoiselle d'honneur. Nos regards se sont croisés, et j'ai su que je n'étais pas seule. « Tu es sûre ?» m'a-t-elle demandé une dernière fois. J'ai hoché la tête, incapable de parler tant ma gorge était serrée. Oui, j'étais sûre. Plus sûre que je ne l'avais jamais été de quoi que ce soit. Mon oncle Philippe est venu me rejoindre, prenant la place de mon père pour me conduire à l'hôtel. Son bras sous le mien était ferme, rassurant. « Je suis avec toi », a-t-il murmuré. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis avec toi. » La musique a commencé à résonner sous les voûtes centenaires. Les portes se sont ouvertes devant moi, révélant l'allée centrale où tous les regards se tournaient maintenant dans ma direction. Au bout de ce chemin se tenait Jean-Pierre, magnifique dans son costume sur mesure, arborant un sourire qui me donnait maintenant la nausée. Et au premier rang, ma mère,
Sylvie, dans sa robe vert émeraude, essuyant une larme feinte avec un mouchoir en dentelle provenant de sa boutique. La comédie était parfaite, chaque acteur à sa place, chaque élément du décor soigneusement arrangé. J'ai commencé à avancer, chaque pas me rapprochant non pas de mon futur mari, mais de l'instant où je reprendrais le contrôle de ma vie. Sous mon voile, mes yeux restaient secs. La colère et la détermination avaient asséché toutes mes larmes. La cérémonie a débuté, le père Mathieu prononçant les paroles rituelles avec une solennité qui semblait maintenant presque grotesque face à la vérité que je connaissais. Jean-Pierre me regardait avec une tendresse étudiée, jouant son rôle à la perfection. Et puis le moment est arrivé, celui que j'avais répété dans ma tête des dizaines de fois depuis la veille. Amélie Dupont, acceptez-vous de prendre Jean-Pierre Moreau comme époux, de l'aimer et de le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'ai trouvé le journal intime de ma mère par le plus pur des hasards, un de ces moments où le destin décide de vous ouvrir les yeux sans vous demander si vous êtes prête à voir la vérité. C'était un petit carnet à couverture de cuir bordeaux, usé sur les bords, fermé par un ruban délicat. Il était glissé sous une enveloppe jaune dans la boîte à gants de sa Mercedes, cette voiture qu'elle conduisait avec tant de fierté depuis que mon père la lui avait offerte pour leur 20e anniversaire de mariage. Je n'aurais jamais dû l'ouvrir. Une part de moi le savait, cette petite voix qui nous avertit parfois que certaines portes devraient rester fermées. Mais ma curiosité a été plus forte. Peut-être était-ce un signe que quelque chose en moi cherchait déjà des réponses, sentait déjà que quelque chose n'allait pas dans cette perfection apparente. Les premières lignes m'ont fait sourire. Ma mère y parlait de ses rêves de jeunesse, de ses ambitions qu'elle avait mises de côté pour fonder une famille. Je me sentais presque coupable de lire ses confidences, comme une intruse dans ses pensées les plus intimes. Puis j'ai tourné quelques pages et mon cœur s'est arrêté. Jean-Pierre Moreau est l'homme que j'aurais dû rencontrer il y a 20 ans, écrivait-elle de son écriture élégante. Il me regarde comme William ne m'a plus regardé depuis des années. Quand il parle d'architecture, ses yeux s'illuminent d'une passion que je croyais éteinte chez les hommes de son âge. Hier, il est resté après le dîner, longtemps après qu'Amélie soit partie se coucher. Nous avons parlé de Venise, de ces ruelles que je n'ai jamais parcourues, de cette vie que je n'ai jamais vécue. La date en haut de la page indiquait 3 mois plus tôt, exactement 2 semaines après nos fiançailles officielles. Je sentais mes mains trembler, mais je ne pouvais plus m'arrêter de lire. Les pages suivantes détaillaient l'évolution de leur relation avec une précision clinique qui me glaçait le sang. Aujourd'hui, il a effleuré ma main en me rendant mon verre de vin. Ce n'était pas un accident. Nos regards se sont croisés et j'ai su que quelque chose avait changé entre nous. Amélie ne se doute de rien, elle est tellement absorbée par les préparatifs du mariage, par sa vision idéalisée de l'amour, si naïve, comme je l'étais à son âge. Chaque mot était comme une aiguille s'enfonçant dans mon cœur, perçant cette bulle de bonheur dans laquelle j'avais vécu. Je continuais pourtant à tourner les pages, incapable de m'arrêter malgré la douleur. C'était comme regarder un accident au ralenti, horrifié mais incapable de détourner les yeux. Premier baiser aujourd'hui, dans la cuisine, pendant qu'Amélie était au travail. Ses mains sur ma taille, ses lèvres sur les miennes, je me sens revivre comme une adolescente. C'est mal, je le sais. Ma fille ne me le pardonnerait jamais. Mais après tant d'années de sacrifices, n'ai-je pas droit à un peu de bonheur égoïste? Les entrées suivantes décrivaient leur rendez-vous secret, leur conversation téléphonique tardive, la façon dont ils se débrouillaient pour se voir quand j'étais absente. Ma mère détaillait avec une précision cruelle leurs moments d'intimité, dans son appartement, dans celui de Jean-Pierre. Cet appartement où j'avais dormi tant de fois, où nous avions fait l'amour, fait des projets d'avenir. Il dit qu'il ne touche plus Amélie, que depuis qu'il me connaît vraiment, il réalise qu'il s'est engagé trop vite. Mais il ne peut pas annuler le mariage maintenant, pas avec tous ses préparatifs, ses invitations envoyées, ses attentes. Sa famille ne comprendrait pas, la mienne non plus. Alors nous jouons ce jeu cruel, attendant le moment opportun. J'ai fermé violemment le journal, incapable d'en supporter davantage. Mon estomac se tordait, ma vision se brouillait. Je suis sortie de la voiture en titubant, le carnet serré contre ma poitrine comme une bombe prête à exploser. L'air frais de Paris ne parvenait pas à éclaircir mes pensées, à calmer cette tempête qui faisait rage en moi. Tous ces mois où je planifiais mon mariage avec une excitation enfantine, ma mère et Jean-Pierre se moquèrent de moi dans mon dos. Ces dimanches où nous déjeunions tous ensemble, ces soirées où ma mère insistait pour que Jean-Pierre reste encore un peu,
Ces moments où elle s'intéressait sincèrement à ses projets d'architecture, tout n'était qu'une façade, un théâtre cruel dont j'étais le personnage naïf. Je me suis mise à repenser à tous ces signes que j'avais ignorés, les appels de Jean-Pierre qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais dans la pièce, sa façon de s'éloigner physiquement de moi ces derniers mois, prétextant le stress du travail, la fatigue, ma mère qui devenait soudainement plus coquette, plus attentive à son apparence, ses nouveaux parfums qu'elle portait, ses robes qu'elle achetait dans sa propre boutique. J'ai marché pendant des heures dans les rues de Paris, le journal toujours serré contre moi. Mes pas m'ont mené jusqu'à la Seine, où je me suis assise sur un banc, regardant l'eau couler avec une indifférence totale à ma douleur. Les bateaux-mouches passaient, remplis de touristes souriants qui photographiaient la beauté de Paris, ignorant que mon monde s'effondrait à quelques mètres d'eux. À un moment, mon téléphone a vibré. C'était Jean-Pierre. « Tu viens dîner ce soir? Je te prépare quelque chose de spécial. » J1 avant le grand jour. Son message était ponctué d'émojis joyeux, comme si rien n'avait changé, comme s'il n'avait pas trahi chaque promesse qu'il m'avait faite. J'ai fixé l'écran, incapable de répondre. Comment pouvait-il être si désinvolte, si faux? Comment avait-il pu me regarder dans les yeux pendant des mois tout en partageant le lit de ma mère? La nausée m'a submergée à nouveau, et j'ai dû respirer profondément pour ne pas vomir là, sur les quais de la Seine. La nuit tombait sur Paris quand j'ai finalement décidé de me lever. Je ne pouvais pas rester assise éternellement, paralysée par la douleur. Je devais prendre une décision. Retourner à mon appartement n'était pas une option. Il était rempli de cartons pour notre déménagement, de souvenirs de Jean-Pierre, de notre vie ensemble. Aller chez ma mère était impensable. C'est alors que j'ai pensé à l'hôtel Le Bristol, un endroit anonyme, luxueux, où personne ne me poserait de questions. Un refuge temporaire où je pourrais réfléchir à ce que j'allais faire. J'ai hélé un taxi donnant l'adresse d'une voie que je ne reconnaissais pas moi-même. Dans la chambre d'hôtel, j'ai étalé les pages du journal sur le lit king size. Les mots semblaient me narguer, danser devant mes yeux comme des démons moqueurs. J'ai relu certains passages, cherchant peut-être une explication, une excuse, quelque chose qui pourrait atténuer cette trahison. Mais chaque ligne ne faisait que confirmer l'ampleur de leur duplicité. Hier soir, dans son appartement, nous avons fait l'amour pour la première fois. C'était passionné, presque désespéré, comme si nous rattrapions des années perdues. Il m'a dit que j'étais belle, désirable, que je lui faisais ressentir des choses qu'Amélie ne pourrait jamais lui faire ressentir. Est-ce horrible de ma part d'aimer entendre ça? De savoir que je peux encore séduire un homme comme lui, à mon âge? Une rage froide a commencé à remplacer le choc initial. Je n'étais plus seulement blessée, j'étais furieuse. Contre Jean-Pierre qui m'avait menti avec un tel aplomb, contre ma mère qui avait trahi non seulement son mari, mais aussi sa propre fille, et contre moi-même pour avoir été si aveugle, si confiante, si ridiculement naïve. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais encore confiance, mon oncle Philippe. Le frère de mon père avait toujours été distant avec Jean-Pierre, gardant une réserve que j'avais interprétée comme de la timidité ou peut-être une forme de protectionnisme. Maintenant, je me demandais s'il n'avait pas senti quelque chose que j'avais été incapable de voir. « Oncle Philippe, c'est Amélie », ai-je dit quand il a décroché, ma voix tremblante malgré mes efforts pour la contrôler. « Amélie, tout va bien? Tu as une voix étrange », a-t-il répondu, immédiatement inquiet. « Non, rien ne va », ai-je avoué, les larmes coulant enfin. J'ai découvert quelque chose d'horrible. Je lui ai tout raconté, les mots se bousculant dans ma bouche, entrecoupés de sanglots. Il a écouté en silence, me laissant vider mon cœur sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a poussé un long soupir. « Je vais prendre le premier train pour Paris », a-t-il dit simplement. « Donne-moi l'adresse de ton hôtel. Je serai là demain matin. » Son calme, sa détermination m'ont rassurée. Pour la première fois depuis ma découverte, je ne me sentais plus seule. Philippe avait toujours été ainsi, un roc dans la tempête, comme l'avait été mon père. Après avoir raccroché, j'ai contacté Camille, ma meilleure amie et demoiselle d'honneur. Journaliste de profession, elle avait cet instinct pour sentir quand quelque chose n'allait pas, cette capacité à lire entre les lignes que j'aurais dû posséder moi-même. « Viens à l'hôtel Le Bristol dès que tu peux », lui ai-je dit sans préambule. « J'ai besoin de toi. » Elle n'a pas posé de questions, promettant d'être là dans 1 heure. C'était une autre qualité que j'aimais chez elle. Cette loyauté immédiate, cette capacité à tout laisser tomber quand un ami avait besoin d'aide. En attendant son arrivée, j'ai commencé à faire les 100 pas dans la chambre.
Mon cerveau tournait à plein régime, analysant chaque option qui s'offrait à moi. Je pouvais annuler le mariage, simplement disparaître, éviter le scandale. Je pouvais confronter Jean-Pierre et ma mère en privé, exiger des explications, des excuses, ou je pouvais faire quelque chose de plus spectaculaire. L'idée s'est formée lentement dans mon esprit, d'abord comme une pensée fugace, puis comme une possibilité concrète, et enfin comme un plan défini. Je laisserai le mariage se dérouler comme prévu. Je me présenterai à l'église, belle et radieuse dans ma robe de mariée. Je laisserai le prêtre commencer la cérémonie, prononcer les paroles sacrées sur l'union, la fidélité, le respect. Et puis, au moment où il me demanderait si j'acceptais de prendre Jean-Pierre comme époux, je prendrai le micro et je révélerai tout. Devant nos 200 invités, devant sa famille, devant nos amis, devant le tout Paris qui avait été convié à cette union parfaite, je mettrai à nu leur trahison. Je transformerai mon humiliation en leur humiliation. Je reprendrai le contrôle de cette histoire dont ils avaient tenté de faire de moi la dupe. Quand Camille est arrivée, ses yeux se sont écarquillés en voyant mon état. Mes cheveux étaient en désordre, mes yeux rougis par les larmes. Le journal de ma mère étalé sur le lit comme un manifeste de la trahison. « Mon Dieu, Amélie, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, posant immédiatement son sac pour venir me prendre dans ses bras. Je lui ai montré le journal sans un mot. Elle s'est assise sur le bord du lit et a commencé à lire, son expression passant de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur, et enfin à une colère qui reflétait la mienne. C'est... Elle cherchait ses mots, pour une fois à court de vocabulaire malgré son métier d'écrivaine. Comment ont-ils pu te faire ça? Ta propre mère? C'est ce que je me demande depuis des heures, ai-je répondu, ma voix étrangement calme maintenant. Mais j'ai un plan, Camille, et j'ai besoin de ton aide. Je lui ai exposé mon idée, m'attendant à ce qu'elle tente de me raisonner, de me convaincre de choisir une approche plus discrète. Mais à ma surprise, elle a hoché la tête avec une détermination farouche. « Je serai là », a-t-elle promis. « Je documenterai tout. Ils ne pourront pas nier. Ils ne pourront pas minimiser ce qu'ils ont fait. » Nous avons passé les heures suivantes à peaufiner chaque détail. Camille utiliserait son équipement de journaliste pour filmer discrètement la cérémonie. Elle placerait des micros stratégiquement pour que mes paroles soient clairement audibles. Elle contacterait certains de ses collègues journalistes sous prétexte de couvrir un mariage exceptionnel, assurant ainsi une présence médiatique qui rendrait l'événement encore plus public. Mon oncle Philippe est arrivé tôt le lendemain matin, les traits tirés par un voyage nocturne en train depuis Lyon. Il m'a serré dans ses bras sans un mot, me transmettant sa force par ce simple geste. Puis, il s'est assis à son tour pour lire le journal, son visage s'assombrissant à chaque page. « Ta mère a toujours eu cette insatisfaction », a-t-il finalement dit, choisissant ses mots avec soin. Même quand ton père était vivant, elle semblait toujours chercher quelque chose de plus, quelque chose d'ailleurs. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. « Et Jean-Pierre ?» ai-je demandé, voulant connaître son impression sur l'homme que j'avais failli épouser. Philippe a hésité, puis a soupiré. Il y a toujours eu quelque chose chez lui qui me dérangeait, cette façon qu'il avait de te regarder quand tu avais le dos tourné, comme si tu étais, je ne sais pas, un trophée plutôt qu'une personne. J'aurais dû te dire quelque chose, mais je ne voulais pas interférer. Je pensais que c'était peut-être juste moi qui étais trop protecteur. Ces paroles ont confirmé ce que je commençais à comprendre, que Jean-Pierre avait toujours été un acteur, jouant le rôle du fiancé parfait tout en cachant sa véritable nature. Combien d'autres mensonges m'avaient-ils servi? Combien d'autres femmes y avait-il eu avant ma mère? L'après-midi s'est écoulé dans une étrange atmosphère de calme avant la tempête. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma mère, Jean-Pierre, les fournisseurs pour les derniers détails du mariage. Je les ai tous ignorés, savourant leur panique croissante, imaginant leur conversation frénétique alors qu'ils tentaient de me localiser. À 18h, j'ai commencé à me préparer. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude laver non pas ma douleur, mais ma faiblesse. J'ai séché mes cheveux avec soin, appliqué mon maquillage avec une précision presque chirurgicale. Camille m'a aidé à enfiler ma robe de mariée, cette robe que j'avais choisie avec tant d'amour, rêvant du moment où Jean-Pierre me verrait avancer vers lui dans l'allée. Devant le miroir, j'ai ajusté mon voile, ce voile délicat qui tombait sur mon visage comme un rideau de neige, cachant mes yeux désormais froids et déterminés. J'ai regardé cette femme que je ne reconnaissais plus tout à fait, plus forte, plus dure peut-être, mais aussi plus authentique que je ne l'avais jamais été. « Tu es prête ?»
a demandé Camille, son propre maquillage parfait cachant les traces d'une nuit sans sommeil. Plus que jamais, ai-je répondu, prenant une profonde inspiration. La limousine blanche est venue nous chercher à l'hôtel, exactement comme prévu. Le chauffeur m'a regardé avec un sourire encourageant, ignorant le drame qui se préparait. Philippe était assis à côté de moi, silencieux mais présent, son soutien tacite me donnant la force dont j'avais besoin. Le trajet jusqu'à l'église Saint-Sulpice m'a semblé à la fois interminable et trop court. Paris défilait par la fenêtre, indifférente à mon tourment, belle et cruelle comme toujours. Les rues étaient animées en ce samedi soir, des couples se promenaient main dans la main, des familles riaient ensemble, des amis partageaient des verres en terrasse, tous ces gens vivant leur vie, ignorant le drame qui se jouait dans cette limousine blanche. En arrivant devant l'église, j'ai aperçu la foule des invités qui entraient, élégants et joyeux. Camille est descendue la première, son équipement discrètement dissimulé dans son sac de demoiselle d'honneur. Nos regards se sont croisés une dernière fois, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Philippe a pris ma main pour m'aider à sortir de la voiture. Sur le parvis, je pouvais voir ma mère qui accueillait les invités, resplendissante dans sa robe vert émeraude, jouant à la perfection son rôle de mère de la mariée émue. Jean-Pierre était déjà à l'intérieur, attendant probablement avec impatience le moment où cette farce serait enfin terminée et où il pourrait continuer sa double vie en toute impunité. Mais ce moment ne viendrait jamais, car aujourd'hui, je n'étais plus la jeune femme naïve qu'il croyait pouvoir manipuler. J'étais Amélie Dupont, et j'étais sur le point de reprendre le contrôle de ma vie, de ma dignité, de mon histoire. Dans l'antichambre de l'église, on m'a fait patienter. Tradition oblige, le marié ne devait pas voir la mariée avant la cérémonie. Quelle ironie! Je me demandais s'il était nerveux, s'il craignait que j'aie découvert quelque chose, ou s'il était simplement impatient d'en finir avec cette mascarade pour pouvoir continuer sa relation avec ma mère en toute impunité. Camille est venue me rejoindre, ajustant une dernière fois les plis de ma robe avec des gestes précis. Son regard était intense, comme si elle voulait s'assurer que je ne flancherais pas au dernier moment. « Tout est prêt », a-t-elle murmuré. J'ai placé 2 amis journalistes dans l'assemblée. Ils feront semblant de prendre des photos souvenirs, mais ils captureront en réalité chaque seconde de ce qui va suivre. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Camille avait toujours été mon roc, mais aujourd'hui, elle était aussi mon bouclier et mon épée. L'organisatrice du mariage, Victoire Rousseau, est entrée dans la pièce, rayonnante dans son tailleur gris perle. Elle, qui avait orchestré chaque détail de ce jour avec une précision militaire, ignorait qu'elle était sur le point d'assister à un final bien différent de celui prévu dans son planning méticuleusement élaboré. « Tout le monde est installé », a-t-elle annoncé avec un sourire professionnel. « Le père Mathieu est prêt, Jean-Pierre vous attend à l'hôtel. Vous êtes absolument resplendissante, Amélie. »« Merci, Victoire », ai-je répondu avec un calme qui m'étonnait moi-même. « Vous avez fait un travail remarquable. » Elle a souri, flattée, avant de faire signe à l'orchestre de se préparer. Les premières notes de la marche nuptiale ont commencé à résonner sous les voûtes séculaires de Saint-Sulpice. Mon cœur s'est accéléré, non pas d'excitation comme j'aurais dû le ressentir en ce jour, mais d'une détermination froide qui coulait dans mes veines comme un poison glacé. Mon oncle Philippe est apparu à la porte, élégant dans son costume sombre. Il m'a offert son bras avec une révérence presque solennelle. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-il murmuré, alors que nous nous positionnions devant les grandes portes de la nef. « Nous pouvons encore partir, annoncer que tu es souffrante, régler tout cela en privé. » J'ai secoué la tête. « Non, oncle Philippe, ils ne méritent pas cette discrétion. Ils ont fait leur choix en public. Ils en assumeront les conséquences en public. » Il a serré ma main, un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. « Tu as le courage de ton père ?» a-t-il dit simplement. Les portes se sont ouvertes, révélant l'allée centrale bordée de 200 invités qui se levaient à l'unisson. L'église était magnifique, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant qui filtrait à travers les vitraux historiques. Des compositions florales blanches et roses ornaient chaque banc et des centaines de bougies créaient une atmosphère féerique, presque irréelle. Au bout de cette allée se tenait Jean-Pierre, grand et élégant dans son costume sur mesure. Ses cheveux bruns soigneusement coiffés, son sourire calculé, son regard qui jouait la tendresse, tout en lui semblait désormais faux, une façade brillante cachant une âme corrompue. À ses côtés, son témoin, son frère cadet, ignorant probablement tout de la double vie de Jean-Pierre. J'ai commencé à avancer lentement, au rythme de la musique.
Chaque pas me rapprochait non pas de mon futur époux, mais de l'instant où je reprendrais le contrôle de ma vie. Je sentais les regards admiratifs des invités, j'entendais les murmures d'approbation, je voyais les sourires émus. Si seulement ils savaient. Ma mère était assise au premier rang, magnifique dans sa robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux. Ces mêmes yeux qui avaient à verser des larmes de joie feinte lorsque j'avais annoncé mes fiançailles. Elle essuyait délicatement une larme, jouant à la perfection le rôle de la mère émue. Quel talent d'actrice elle avait toujours eu. À mi-chemin de l'allée, j'ai croisé le regard de Monsieur Henri Clement, notre voisin de longue date. Il était assis discrètement au milieu de l'assemblée, son ancien appareil photo professionnel posé sur ses genoux. Il m'a adressé un hochement de tête presque imperceptible. Il savait. Peut-être avait-il vu ma mère et Jean-Pierre ensemble. Peut-être avait-il senti cette tension malsaine qui existait entre eux. Les personnes âgées ont souvent ce don d'observation que la jeunesse, dans sa précipitation, néglige. Arrivé devant l'autel, Philippe a embrassé ma joue à travers le voile avant de placer symboliquement ma main dans celle de Jean-Pierre. J'ai senti sa paume chaude et légèrement moite. Était-ce de l'excitation ou de la nervosité? Se doutait-il que quelque chose n'allait pas? « Tu es sublime », a-t-il murmuré, ses yeux bleus plongés dans les miens avec une intensité qui m'aurait fait fondre quelques jours plus tôt. J'ai souri sous mon voile, un sourire qu'il ne pouvait pas interpréter. « Merci », ai-je répondu doucement, presque tendrement. C'est un jour dont on se souviendra longtemps. Le père Mathieu a levé les mains pour inviter l'assemblée à s'asseoir. Le bruissement des tissus, le craquement des bancs en bois, puis le silence. Ce silence solennel qui précède les moments importants de notre vie. « Mes chers amis », a commencé le prêtre de sa voix grave et chaleureuse, « nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu sacré pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Le mariage n'est pas une décision à prendre à la légère, mais un engagement solennel, pris devant Dieu et devant cette assemblée. » Chaque mot semblait résonner avec une ironie cruelle. Un engagement solennel? Jean-Pierre et ma mère avaient déjà profané cet engagement avant même qu'il ne soit prononcé. Le père Mathieu a poursuivi avec le rituel traditionnel, parlant d'amour, de fidélité, de respect mutuel. J'observais Jean-Pierre du coin de l'œil, admirant presque sa capacité à maintenir cette façade de futur mari dévoué. Pas un muscle de son visage ne trahissait le fait qu'il avait passé les 3 derniers mois à partager le lit de la mère de sa fiancée. Dans l'assemblée, je pouvais voir les visages émus des invités. Les parents de Jean-Pierre, assis au premier rang, face à ma mère, sa future belle-mère et, sans qu'il le sache, sa maîtresse. Son père, un homme distingué aux tempes grisonnantes, semblait sincèrement heureux. Sa mère avait cet air de satisfaction discrète, probablement ravi que son fils épouse une femme de bonne famille. Si seulement ils savaient quel genre d'homme était réellement leur fils. La cérémonie avançait, implacable. Les lectures choisies avec soin des mois auparavant résonnaient maintenant comme des moqueries. Un passage de la Bible sur la fidélité, lu par un cousin de Jean-Pierre. Un poème sur l'amour éternel, récité par une amie d'enfance. Chaque mot semblait choisi spécifiquement pour souligner l'ampleur de leur trahison. Je me tenais là, droite et digne, sentant le poids du journal intime que j'avais glissé dans une poche secrète de ma robe. Ce petit carnet qui avait tout changé, qui avait révélé la vérité derrière les apparences parfaites. Le père Mathieu s'est tourné vers Jean-Pierre, son visage empreint de la solennité du moment. « Jean-Pierre Moreau, acceptez-vous de prendre Amélie Dupont pour épouse légitime? Promettez-vous de l'aimer, de la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Jean-Pierre a pris ma main, la serrant légèrement comme pour me transmettre son émotion. Ses yeux brillaient, de larmes ou de mensonges, je ne saurais le dire. « Oui, je le veux », a-t-il prononcé d'une voix claire et assurée, sans la moindre hésitation. Ces 4 mots ont résonné dans l'église comme un coup de tonnerre dans mon âme. Quelle audace! Quel aplomb dans ce mensonge prononcé devant 200 témoins, devant un prêtre, devant Dieu lui-même pour ceux qui y croyaient. J'ai senti une vague de dégoût me submerger, rapidement remplacée par une froide détermination. Le père Mathieu s'est alors tourné vers moi, son regard bienveillant posé sur mon visage voilé. « Amélie Dupont, acceptez-vous de prendre Jean-Pierre Moreau pour époux légitime? Promettez-vous de l'aimer, de le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Le moment était venu. J'ai pris une profonde inspiration,
sentant tous les regards converger vers moi, attendant ce simple « oui » qui scellerait notre union. Au lieu de cela, j'ai tendu la main vers le micro que le prêtre tenait. « Puis-je » ai-je demandé doucement. Surpris, le père Mathieu m'a cédé le micro, pensant peut-être que je souhaitais ajouter une touche personnelle à mon engagement. J'ai fait face à l'assemblée, balayant du regard ces visages familiers et inconnus, tous unis dans l'attente de ce moment solennel. J'ai repéré Camille, qui me fixait avec intensité, prête à capturer ce qui allait suivre, Philippe, dont le regard m'encourageait silencieusement, et ma mère, dont le sourire s'est légèrement figé, comme si elle sentait soudain que quelque chose n'allait pas. Avant de répondre à cette question, ai-je commencé, ma voix étrangement calme résonnant sous les voûtes centenaires, j'aimerais partager quelque chose avec vous tous, quelque chose que j'ai découvert hier, à la veille de ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. Un murmure confus a parcouru l'assemblée. Jean-Pierre s'est raidi à mes côtés, son sourire se crispant légèrement. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère se redresser sur son banc, son teint soudain plus pâle sous son maquillage parfait. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Jean-Pierre Moreau, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en assurance. Il m'a semblé être l'homme parfait, attentionné, intelligent, fidèle. Nous avons construit une relation basée sur ce que je croyais être l'amour et la confiance mutuelle. Ma mère, Sylvie, l'a accueilli dans notre famille comme un fils. J'ai marqué une pause, observant les réactions. Les invités semblaient être confus, certains embarrassés par ce discours imprévu qui retardait le « oui » traditionnel. Hier, par hasard, j'ai trouvé le journal intime de ma mère dans sa voiture. À ces mots, j'ai vu ma mère se figer complètement, comme frappée par la foudre. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur, comprenant soudain ce qui était sur le point de se produire. Dans ce journal, ai-je continué implacablement, ma mère détaillait avec une précision troublante sa relation avec mon fiancé. Une relation qui dure depuis 3 mois, qui a commencé peu après nos fiançailles et qui s'est développée dans mon dos pendant que je préparais naïvement ce mariage. Un hoquet collectif a secoué l'assemblée. Des visages choqués se sont tournés vers ma mère, puis vers Jean-Pierre, qui était devenu livide. Sa main avait lâché la mienne et je pouvais voir la panique monter dans ses yeux. « Amélie » a-t-il commencé à protester. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Vraiment » ai-je coupé, sortant le petit carnet de la poche de ma robe. « Alors comment expliques-tu ceci ?» J'ai ouvert le journal à une page que j'avais marquée, et j'ai lu à haute voix. Jean-Pierre dit qu'il ne touche plus Amélie, que depuis qu'il me connaît vraiment, il réalise qu'il s'est engagé trop vite. Mais il ne peut pas annuler le mariage maintenant, pas avec tous ses préparatifs, ses invitations envoyées, ses attentes. Sa famille ne comprendrait pas, la mienne non plus. Alors nous jouons ce jeu cruel, attendant le moment opportun. Le silence qui a suivi était assourdissant. Jean-Pierre avait reculé d'un pas, comme physiquement frappé par ces mots. Ma mère s'était levée, son visage déformé par la panique. « Amélie, je t'en supplie !» a-t-elle imploré, sa voix brisée rompant le silence stupéfait. « Pas comme ça, pas ici. Pas comme ça ?» ai-je répété, incrédule. « Et comment alors, maman? En privé, discrètement, pour préserver les apparences? Pour que vous puissiez continuer à vous moquer de moi en secret ?» Le père Mathieu, visiblement choqué par ce qui se déroulait devant lui, a tenté d'intervenir. « Peut-être devrions-nous… » « Non, mon père, » l'ai-je interrompu avec une fermeté respectueuse. Ces vœux de mariage parlent d'honnêteté, de fidélité, de respect. Ces valeurs ont été bafouées avant même qu'elles ne soient prononcées. Et je ne veux pas entrer dans un mariage fondé sur des mensonges. Je me suis tournée vers Jean-Pierre, qui semblait maintenant chercher une issue de secours, coincé entre l'autel et l'assemblée choquée. « Tu as trahi chaque promesse que tu m'as faite, » ai-je déclaré, ma voix tremblant légèrement pour la première fois. Tu as partagé le lit de ma mère tout en planifiant notre avenir ensemble. Tu as ri de ma naïveté, de ma confiance. Tu as transformé ce qui aurait dû être sacré en quelque chose de sordide. Je me suis ensuite tournée vers ma mère, dont les larmes ruinaient maintenant son maquillage parfait. Et toi, maman, toi qui m'as élevée, qui m'as appris ce qu'était la dignité et le respect de soi, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu trahir non seulement ton mari défunt, mais aussi ta propre fille? L'assemblée était pétrifiée. Certains invités murmuraient entre eux, d'autres regardaient ailleurs, embarrassés d'être témoins d'un moment aussi intime et douloureux. Les parents de Jean-Pierre semblaient sous le choc, sa mère couvrant sa bouche de sa main tremblante. « Je suis venue ici aujourd'hui », ai-je poursuivi, m'adressant maintenant à tous les présents,
Non pas pour me marier, mais pour reprendre ma dignité, pour refuser d'être complice de ma propre humiliation, pour choisir la vérité, aussi douloureuse soit-elle, plutôt qu'une vie construite sur des mensonges. J'ai retiré ma bague de fiançailles, ce diamant étincelant qui avait autrefois symbolisé tant de promesses, et l'ai posé sur l'autel. Je ne regrette qu'une chose, que vous tous, qui êtes venus ici de bonne foi pour célébrer l'amour, soyez témoins de cette trahison. Je vous présente mes excuses pour ce spectacle, mais pas pour avoir choisi la vérité. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et j'ai commencé à descendre l'allée centrale, la tête haute, le dos droit. Le silence était total, à l'exception du froissement de ma robe sur le tapis. Puis, de façon inattendue, quelqu'un a commencé à applaudir. C'était Philippe, debout, les yeux brillants de fierté et de chagrin mêlés. Camille s'est jointe à lui, puis Monsieur Clement, et bientôt, une partie de l'assemblée applaudissait. Non pas la scène en elle-même, mais peut-être le courage qu'il fallait pour affronter une telle humiliation publique avec dignité. J'ai atteint les portes de l'église, sentant l'air frais du soir parisien sur mon visage alors que je sortais dans la lumière dorée du soleil couchant. Derrière moi, j'entendais le chaos qui commençait à régner. Des voix indignées, des questions, des exclamations choquées. Jean-Pierre tentait de se défendre. Ma mère sanglotait. Le père Mathieu essayait de rétablir l'ordre. Mais tout cela semblait déjà loin, comme appartenant à une autre vie. Une vie que je venais d'abandonner sur les marches de l'hôtel. Camille m'a rejointe dehors, suivie de près par Philippe. « Une voiture nous attend au coin de la rue », a dit Camille, prenant mon bras avec une douceur protectrice. « Tout est arrangé. »« Tu as été extraordinaire », a murmuré Philippe, embrassant mon front avec une tendresse paternelle. « Ton père aurait été fier. » Nous avons descendu les marches de Saint-Sulpice ensemble, sous les regards stupéfaits des passants qui ne comprenaient pas pourquoi une mariée quittait l'église avant la fin de la cérémonie, entourée non pas d'un mari rayonnant, mais d'une amie et d'un oncle à l'air solennel. Dans la voiture qui nous emmenait loin de ce désastre, j'ai finalement laissé les larmes couler. Non pas des larmes de regret ou d'humiliation, mais des larmes de libération. J'avais perdu un fiancé et, d'une certaine façon, une mère. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. La certitude que je ne serais jamais complice de ma propre destruction, que j'aurais toujours le courage de choisir la vérité, même quand elle fait mal. Paris défilait par la fenêtre, ses lumières commençant à s'allumer alors que le jour déclinait. Cette ville qui avait été témoin de tant d'histoires d'amour venait d'assister à un acte différent, mais tout aussi puissant. Un acte de respect de soi, de courage, de renaissance. « Où allons-nous » ai-je demandé, réalisant soudain que je n'avais aucun plan pour l'après. « D'abord, à mon appartement » a répondu Camille avec une détermination tranquille. « Ensuite, ensuite nous verrons. Tu as toute la vie devant toi, Amélie. Une vie qui t'appartient vraiment. » Ces mots ont résonné en moi comme une promesse. Un nouvel horizon qui s'ouvrait là où je ne voyais auparavant que des ruines. Oui, j'avais toute la vie devant moi. Et pour la première fois depuis longtemps, cette vie serait authentique, basée sur la vérité plutôt que sur des illusions confortables. La voiture a tourné au coin d'une rue, nous éloignant de Saint-Sulpice, de Jean-Pierre, de ma mère, de cette version de moi-même que j'abandonnais derrière moi comme une peau dont je n'avais plus besoin. L'appartement de Camille, situé dans le Marais, était un havre de paix comparé au chaos que je venais de laisser derrière moi. Spacieux et lumineux, avec des murs couverts de livres et de photographies de ses reportages, il reflétait parfaitement sa personnalité, organisée mais créative, ordonnée mais jamais ennuyeuse. « Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire », m'a-t-elle dit en me servant un verre de vin rouge. La chambre d'amis est petite, mais confortable. J'ai hoché la tête, reconnaissante mais encore incapable de formuler des phrases cohérentes. L'adrénaline qui m'avait portée à travers cette journée commençait à retomber, me laissant dans un état d'épuisement émotionnel que je n'avais jamais connu auparavant. Philippe s'est assis en face de moi, son visage marqué par l'inquiétude. « Comment te sens-tu vraiment, Amélie ?»« Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. Soulagée peut-être, vide, en colère, tout à la fois. Mes mains tremblaient légèrement en tenant le verre. La réalité de ce que je venais de faire commençait à s'installer. J'avais publiquement dénoncé ma mère et mon fiancé devant 200 personnes. J'avais détruit, en l'espace de quelques minutes, la façade de perfection familiale que nous avions construite pendant des années. « Tu as fait ce qu'il fallait », a affirmé Philippe avec conviction. Ce mariage aurait été une farce. Une vie bâtie sur un tel mensonge n'aurait jamais pu t'apporter le bonheur. « Je sais », ai-je murmuré.
Mais ça ne rend pas la douleur moins vive. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, vibrait sans cesse sur la table basse. Je l'ai finalement regardé. 27 appels manqués, 43 messages. Jean-Pierre, ma mère, des amis communs, des invités au mariage, même quelques journalistes qui avaient déjà eu vent de l'incident. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. « Tu devrais peut-être l'éteindre pour ce soir », a suggéré Camille, voyant mon expression. « Demain sera un autre jour. Tu auras les idées plus claires. » J'ai suivi son conseil, éteignant l'appareil avec un sentiment étrange de libération. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus accessible, plus disponible pour les autres. J'existais uniquement pour moi-même. Cette nuit-là, allongée dans le lit de la chambre d'amis de Camille, j'ai fixé le plafond pendant des heures, revivant chaque moment de cette journée surréaliste. Le visage de Jean-Pierre quand j'avais commencé à parler, passant de la confusion à la panique, puis à une sorte de résignation honteuse. Les yeux de ma mère, écarquillés d'horreur, comprenant que son journal intime avait révélé tous ses secrets. Les murmures choqués des invités, les flashs des appareils photos captant ce moment inattendu. Le sommeil m'a finalement emporté aux premières lueurs de l'aube, un sommeil lourd et sans rêve, comme si mon esprit avait besoin de se déconnecter complètement pour traiter tout ce qui venait de se passer. Je me suis réveillée bien plus tard que d'habitude, désorientée par la lumière qui entrait dans cette chambre inconnue. Pendant quelques secondes bénies, j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Puis la réalité m'a frappée de plein fouet. Je n'étais pas mariée, je n'étais pas en route pour ma lune de miel en Toscane, je n'étais plus la fille de ma mère, ni la fiancée de Jean-Pierre. J'étais simplement Amélie, seule face à un avenir totalement imprévu. Camille avait laissé un mot sur la table de la cuisine. Partie au journal. Pain frais dans le panier, café prêt à être réchauffé. Prends ton temps. Je reviens vers 14 heures. C. L'appartement était silencieux, baigné dans la lumière de midi qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Je me suis servi une tasse de café et me suis installée sur le petit balcon qui donnait sur une cour intérieure typiquement parisienne. En contrebas, un vieil homme arrosait méticuleusement ses géraniums, une femme étendait du linge, 2 enfants se disputaient un ballon. La vie continuait, indifférente au drame qui venait de bouleverser mon existence. Après un moment d'hésitation, j'ai rallumé mon téléphone. L'appareil a vibré frénétiquement pendant plusieurs minutes, inondé de notifications. Parmi les dizaines de messages, un m'a particulièrement interpellée, celui de Monsieur Clement, notre voisin. « Chère Amélie, quand vous serez prête à parler, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. Prenez votre temps. HC. » Intriguée, j'ai fixé l'écran un moment. Que pouvait-il bien vouloir me montrer? Avait-il des informations supplémentaires sur la relation entre ma mère et Jean-Pierre? Cela semblait probable, étant donné sa présence à l'église et son soutien silencieux lors de ma révélation. J'ai ensuite parcouru rapidement les autres messages. Certains étaient des témoignages de soutien touchants de la part d'amis, d'autres des questions avides de détails de la part de simples connaissances. Jean-Pierre avait laissé plusieurs messages vocaux, passant de l'excuse pathétique « Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer » à la colère. « Tu n'avais pas le droit de m'humilier ainsi. » Puis au désespoir. « S'il te plaît, rappelle-moi. » Ma mère, quant à elle, avait simplement écrit « Je suis chez moi. Viens quand tu seras prête. Je te dois des explications. » Des explications? Que pourrait-elle bien dire pour justifier une telle trahison? J'ai fermé les yeux, sentant la colère monter à nouveau. Mais sous cette colère, il y avait autre chose. Une curiosité, un besoin de comprendre. Comment la femme qui m'avait élevée, qui m'avait appris la valeur de l'honnêteté et du respect, avait-elle pu agir de manière si contraire à tout ce qu'elle prétendait représenter? Camille est revenue en début d'après-midi, portant une pile de journaux. « Tu es en première page », a-t-elle annoncé sans préambule, étalant les publications sur la table. « La mariée qui a dit non », titrait l'un d'eux, avec une photo de moi quittant l'église, le visage déterminé sous mon voile. « Comment ont-ils obtenu ces photos ?» ai-je demandé, stupéfaite. « Les journalistes que j'avais postés n'ont rien divulgué », a-t-elle assuré. Mais il y avait des paparazzis à l'extérieur de l'église. Apparemment, la présence de certains invités de marque avait attiré l'attention. J'ai parcouru les articles, mi-fascinée, mi-horrifiée par la manière dont ma vie privée était devenue un sujet de divertissement public. Certains journaux rapportèrent les faits de manière relativement objective. D'autres romançaient l'histoire avec un talent certain pour le sensationnalisme. « Tu es devenu un symbole », a commenté Camille.
La femme qui refuse d'être victime, qui choisit la vérité plutôt que les apparences. Tu ne peux pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus de femmes qui se reconnaissent dans ton histoire, qui admirent ton courage. J'ai secoué la tête, incrédule. Je n'avais pas pensé à devenir un symbole ou à inspirer qui que ce soit. J'avais simplement suivi mon instinct, refusant de cautionner par mon silence la trahison dont j'avais été victime. Monsieur Clement m'a contacté, ai-je dit, changeant de sujet. Il veut me montrer quelque chose. Camille a haussé les sourcils. Le vieux photographe, c'est étrange. Tu comptes y aller? Je pense que oui. Il a toujours été bienveillant. Et s'il a des informations qui pourraient m'aider à comprendre, tu veux que je t'accompagne? J'ai réfléchi un moment. Non, je préfère y aller seule. Mais merci Camille, pour tout. Elle a souri, serrant brièvement ma main. C'est à ça que servent les amis. Et puis, j'ai hâte d'entendre ce que le vieux Clement a à te dire. J'ai appelé Monsieur Clement dans l'après-midi. Sa voix, légèrement tremblante mais chaleureuse, m'a immédiatement rassurée. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain matin, chez lui, dans ce petit appartement du 7e arrondissement où il vivait depuis plus de 40 ans. La nuit a été agitée, peuplée de rêves fragmentés où Jean-Pierre et ma mère apparaissaient puis disparaissaient, où l'église Saint-Sulpice se transformait en labyrinthe sans issue, où le journal intime prenait vie et me poursuivait dans les rues de Paris. Au matin, j'ai emprunté quelques vêtements à Camille, une simple robe bleu marine et un cardigan gris, avant de me rendre chez Monsieur Clement. Le contraste avec la robe de mariée que je portais 2 jours plus tôt ne pouvait être plus saisissant. L'immeuble ancien avait gardé son charme d'origine, avec son ascenseur en fer forgé qui grinçait à chaque étage. Monsieur Clement m'attendait sur le palier, élégant même dans sa simplicité, avec sa chemise blanche impeccablement repassée et son pantalon à pince. « Amélie » m'a-t-il accueilli avec chaleur. « Merci d'être venue. Entrez, je vous en prie. » L'appartement était comme je l'imaginais. Les murs couverts de photographies en noir et blanc, des étagères croulant sous les livres, des meubles anciens mais bien entretenus. Une odeur de café fraîchement moulu et de pain grillé flottait dans l'air. « Asseyez-vous » a-t-il proposé, indiquant un fauteuil confortable près de la fenêtre. « Vous prendrez bien un café ?» J'ai acquiescé, observant cet homme qui avait été notre voisin pendant tant d'années, mais que je connaissais finalement si peu. Ancien photographe de presse, il avait parcouru le monde avant de se retirer et de se consacrer à la photographie artistique. Il vivait seul depuis le décès de son épouse, 10 ans auparavant. Il a servi le café dans de délicates tasses en porcelaine, puis s'est assis en face de moi. « Vous avez fait preuve d'un courage remarquable à l'église », a-t-il commencé. « Peu de personnes auraient eu la force de faire ce que vous avez fait. Je n'avais pas vraiment le choix, ai-je répondu. Je ne pouvais pas prétendre que je ne savais rien. » Il a hoché la tête, compréhensif. La vérité est souvent douloureuse, mais elle est toujours préférable au mensonge. C'est ce que m'a appris ma carrière de photographe. Capturer la réalité, même quand elle est brutale. Il a pris une gorgée de café, semblant rassembler ses pensées. « Amélie, ce que je vais vous montrer va probablement vous bouleverser. Mais je pense que vous méritez de connaître toute la vérité, pas seulement celle que vous avez découverte dans le journal de votre mère. » Mon cœur s'est accéléré. Que pouvait-il y avoir de pire que ce que je savais déjà? Monsieur Clement s'est levé lentement et s'est dirigé vers un secrétaire ancien dans un coin de la pièce. Il en a sorti une enveloppe marron qu'il m'a tendue avec une sorte de réticence. « Il y a environ 6 mois, a-t-il expliqué. J'étais en train de faire des photos dans le jardin du Luxembourg. C'est l'un de mes endroits préférés pour capturer la vie parisienne. Et c'est là que j'ai vu votre mère et Jean-Pierre, ensemble. » J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies en noir et blanc, prises avec l'œil expert d'un professionnel. Sur la première, ma mère et Jean-Pierre étaient assis sur un banc, discutant avec animation. Rien de compromettant, mais l'intimité de leur posture était troublante. Sur la deuxième, ils marchaient côte à côte, Jean-Pierre tenant ma mère par le coude d'une manière qui semblait trop familière. Sur la troisième, ils s'embrassaient, pas un baiser chaste sur la joue, mais un baiser passionné, leurs corps pressés l'un contre l'autre. « La date ?» ai-je murmuré, cherchant un indice temporel. « Regardez au dos », a indiqué Monsieur Clement. J'ai retourné les photos. Une date était inscrite au crayon sur chacune d'elles, 15 janvier 2025. Mais c'est 6 mois avant nos fiançailles, ai-je balbutié confuse. Dans son journal, ma mère parlait d'une relation qui avait commencé il y a 3 mois, bien après l'annonce de notre mariage. Monsieur Clement a soupiré. C'est ce que je craignais.
Il semble que votre mère n'ait pas été entièrement honnête, même dans son journal intime. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant d'assimiler cette nouvelle information. Vous voulez dire que leur relation a commencé avant même que Jean-Pierre me demande en mariage? Qu'il me fréquentait déjà quand il a commencé à voir ma mère? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, a répondu prudemment M. Clément. Mais ces photos ne mentent pas, et il y a autre chose. Il a sorti une dernière photo de l'enveloppe, hésitant visiblement à me la montrer. J'ai pris celle-ci quelques semaines plus tard, lors d'une réception à la mairie du 7e. La photo montrait Jean-Pierre en grande conversation avec un homme d'âge mûr, élégant et distingué. Ils semblaient partager une plaisanterie, leur visage détendu et complice. « Je ne comprends pas », ai-je dit, perplexe. « Qui est cet homme ?»« William Moreau » a répondu M. Clément. « Le père de Jean-Pierre. » J'ai froncé les sourcils. Je connais bien sûr les parents de Jean-Pierre. Ils étaient au premier rang lors de la cérémonie. Mais je ne vois pas en quoi cette photo est significative. M. Clément s'est penché vers moi, ses yeux gris soudain intenses. « William Moreau et votre mère se connaissaient déjà, bien avant que vous ne rencontriez Jean-Pierre. Ils ont fréquenté le même lycée à Lyon, dans leur jeunesse. Et selon certaines rumeurs de l'époque, ils auraient eu une liaison avant que votre mère ne rencontre votre père. » La tasse a tremblé dans ma main, renversant quelques gouttes de café sur ma robe empruntée. « Comment savez-vous tout cela ?» Ma défunte épouse Elisabeth était une amie proche de la mère de William. Elle m'a raconté cette histoire il y a des années, bien avant que votre mère ne s'installe dans cet immeuble. Quand j'ai vu Jean-Pierre pour la première fois chez vous, j'ai été frappée par sa ressemblance avec certaines photos de William jeune. Et quand j'ai vu votre mère et Jean-Pierre ensemble au jardin, quelque chose m'a semblé troublant dans leur relation. Ma tête tournait. Les implications de ce qu'il suggérait étaient trop énormes, trop terrifiantes pour être formulées clairement. Vous pensez que... Ma voix s'est brisée, incapable de terminer la phrase. Monsieur Clément a posé sa main ridée sur la mienne avec douceur. Je ne peux rien affirmer avec certitude, Amélie. Je n'ai que des soupçons, basés sur de vieilles histoires et des observations personnelles. Mais je pense que vous devriez demander à votre mère si William Moreau pourrait être plus qu'un simple beau-père potentiel pour vous. Le monde semblait s'effondrer une seconde fois autour de moi. Si ce que M. Clément suggérait était vrai, alors Jean-Pierre pourrait être... Non, c'était impossible, impensable. Ma mère n'aurait jamais permis une telle chose. Elle n'aurait jamais laissé sa propre fille s'engager avec un homme qui pourrait être son demi-frère. Je dois parler à ma mère, ai-je murmuré, me levant brusquement. Bien sûr, a acquiescé M. Clément, mais permettez-moi de vous accompagner. Cette conversation risque d'être difficile, et vous ne devriez pas l'affronter seul. J'ai accepté son offre avec gratitude. Malgré le choc et la confusion, une partie de moi savait que M. Clément avait agi par bienveillance, non par désir de me blesser davantage. Il m'offrait la vérité, aussi laide soit-elle, et pour cela, je lui étais reconnaissante. Nous avons pris un taxi jusqu'à l'appartement de ma mère sur la rue de Rivoli. Le trajet s'est fait dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées. Je serrai l'enveloppe contenant les photos contre moi, comme un témoin silencieux de cette nouvelle trahison potentielle. En arrivant devant l'immeuble familier, j'ai senti mon courage vaciller. Étais-je vraiment prête à affronter cette nouvelle vérité? N'avais-je pas déjà suffisamment souffert? Mais je savais que je ne pourrais jamais avancer sans connaître toute l'histoire, aussi sordide soit-elle. Monsieur Clément a posé une main rassurante sur mon épaule. « Courage, Amélie. La vérité est votre alliée, même quand elle fait mal. » J'ai hoché la tête et appuyé sur l'interphone. La voix de ma mère a répondu presque immédiatement, comme si elle attendait cet appel depuis des jours. « Amélie, c'est toi? »« Oui, maman. Nous devons parler. » Le « nous » l'a fait hésiter. « Tu n'es pas seule? Monsieur Clément est avec moi, et il a des photos très intéressantes à te montrer. » Un long silence a suivi, puis la porte s'est déverrouillée dans un bourdonnement électronique. Nous avons monté l'escalier lentement, chaque marche me rapprochant d'une confrontation que je redoutais, mais que je savais nécessaire. Ma mère nous attendait sur le seuil, l'air hagard, ses yeux rougis par les larmes, ses cheveux habituellement impeccables en désordre. Elle a jeté un regard méfiant à Monsieur Clément avant de s'effacer pour nous laisser entrer. « Amélie » a-t-elle commencé d'une voix tremblante. « Je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Si tu savais comme je... » « Épargne-moi tes excuses, maman, » l'ai-je coupé froidement. « Je ne suis pas venue pour ça. » Je me suis dirigée vers le salon. Ce salon où j'avais passé tant de soirées avec Jean-Pierre, où nous avions planifié notre avenir, ignorant que ma propre mère partageait secrètement sa vie,
Monsieur Clément a quelque chose à te montrer, ai-je dit, m'asseyant sur le canapé, et j'espère pour toi que ce qu'il suggère est faux. Ma mère s'est assise face à nous, ses mains tremblantes jointes sur ses genoux. Elle avait cet air fragile que je ne lui connaissais pas, elle qui avait toujours été une force de la nature, un pilier inébranlable dans ma vie. Ses yeux allaient nerveusement de Monsieur Clément à moi, comme si elle cherchait à anticiper ce qui allait suivre. « De quoi s'agit-il » a-t-elle demandé d'une voix à peine audible. Sans un mot, Monsieur Clément a sorti les photographies de l'enveloppe et les a étalées sur la table basse, une à une, comme un croupier dévoilant un jeu de cartes funeste. Ma mère a regardé les images, son visage passant de la surprise à la résignation. « Janvier 2025 » ai-je précisé, pointant la date inscrite au dos. 6 mois avant nos fiançailles officielles. 6 mois avant que Jean-Pierre ne me demande en mariage. Elle a fermé les yeux un instant, comme pour se préparer à une confession douloureuse. Oui, notre relation a commencé plus tôt que ce que j'ai écrit dans mon journal. Pourquoi mentir, même dans ton journal intime ? Ai-je demandé, incrédule. À quoi bon falsifier tes propres souvenirs ? Parce que la vérité était trop laide, a-t-elle répondu, ses yeux se remplissant de larmes. Parce que je ne voulais pas admettre, même à moi-même, que j'avais encouragé Jean-Pierre à te demander en mariage pour le garder près de moi. Je me suis figée, sentant le sang quitter mon visage. Tu l'as encouragé à me demander en mariage, alors que vous étiez déjà ensemble ? Elle a hoché la tête, misérable. C'était son idée au départ. Il disait que c'était la solution parfaite. Il pourrait être officiellement de la famille, nous pourrions nous voir sans éveiller les soupçons. J'ai d'abord refusé, bien sûr. C'était monstrueux. Mais il était persuasif. Le dégoût m'a submergée, me donnant envie de vomir. Non seulement ils m'avaient trahi, mais ils avaient planifié cette trahison, l'avaient orchestrée avec un calcul froid qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. « Et cette dernière photo ?» a demandé Monsieur Clément, montrant l'image de Jean-Pierre avec son père. « Pouvez-vous nous dire ce qu'elle signifie, Madame Dupont ?» Ma mère a regardé la photographie comme si elle contemplait un serpent venimeux. Son visage s'est vidé de toute couleur, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. « Henri » a-t-elle murmuré, utilisant le prénom de Monsieur Clément pour la première fois à ma connaissance. « Vous savez donc, je soupçonne, » a-t-il corrigé doucement. Élisabeth m'avait parlé de certaines choses, il y a longtemps. Et la ressemblance est frappante. J'ai regardé ma mère, puis Monsieur Clément, sentant que quelque chose d'énorme, de terrible, planait au-dessus de nous, attendant de s'abattre comme la lame d'une guillotine. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé, ma voix montant dans les aigus malgré moi. « Quelle ressemblance ! Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Ma mère a pris une inspiration tremblante, comme si elle rassemblait toutes ses forces pour ce qui allait suivre. « Amélie, avant de rencontrer ton père, j'ai eu une relation avec William Moreau. Nous étions jeunes, imprudents. C'était intense, mais cela n'a pas duré. J'ai rencontré ton père peu après notre rupture. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes tempes. Et il y a une possibilité, une terrible possibilité, que William soit mon père biologique, ai-je terminé pour elle, les mots m'écorchant la gorge au passage. Elle a fermé les yeux, une larme glissant le long de sa joue. Je n'en ai jamais été certaine. Les dates correspondaient, mais j'aimais ton père, Marcel, profondément. J'ai choisi de croire qu'il était ton père, et il l'a été, dans tous les sens qui importent. Tu veux dire que Jean-Pierre pourrait être mon demi-frère ? La nausée me submergeait maintenant, irrépressible. Tu m'as laissé m'engager avec un homme qui pourrait partager mon sang ? Je ne savais pas, s'est-elle écriée avec désespoir. Quand tu as commencé à fréquenter Jean-Pierre, je n'ai pas fait le lien avec William tout de suite. Ils n'ont pas le même nom de famille. William a changé le sien après son divorce, reprenant son nom de jeune fille. Et puis, Paris est immense. Comment aurais-je pu imaginer que tu tomberais amoureuse du fils de William ? Mais tu as dû le réaliser à un moment donné. Ai-je insisté, incrédule devant son déni. Tu as dû comprendre qui il était. Elle a détourné le regard, honteuse. Quand je l'ai rencontré pour la première fois chez nous, j'ai été frappée par sa ressemblance avec William jeune. Mais je me suis convaincue que c'était une coïncidence. Et puis, j'ai commencé à passer du temps avec lui, à lui parler. Il était tellement comme son père, intelligent, charmant, attentif. Et tu es tombée amoureuse de lui, ai-je complété, écœurée. De l'homme qui pourrait être le fils de ton ancien amant, et qui sortait avec ta propre fille. C'était plus compliqué que ça, a-t-elle protesté faiblement. J'étais seule depuis la mort de ton père. Jean-Pierre me voyait,
Vraiment. Pas juste comme la mère de sa petite amie, mais comme une femme. Et quand j'ai finalement osé lui demander s'il était le fils de William Moreau, il a confirmé, mais a dit que ça n'avait pas d'importance, que nous n'étions pas vraiment liés par le sang, parce qu'il pensait que Marcel était mon père biologique. Ai-je réalisé? Les pièces du puzzle s'assemblant dans mon esprit. Il ne savait pas qu'il pourrait être mon demi-frère. Ma mère a secoué la tête. Non, il ne savait pas. Personne ne savait, à part moi, et peut-être William. Monsieur Clement, qui était resté silencieux pendant cet échange, est intervenu doucement. « Avez-vous jamais parlé de cette possibilité avec William, Sylvie ?»« Non, a-t-elle admis. Après notre rupture, nous avons coupé les ponts. Quand j'ai appris qu'il avait un fils quelques années plus tard, j'ai fait le calcul mental. Mais je me suis convaincue que les dates ne correspondaient pas tout à fait. Et j'aimais Marcel. Je voulais que notre famille soit normale. » « Normale ?» J'ai presque craché le mot. « Tu appelles ça normal? Me laisser presque épouser mon possible demi-frère? Avoir une liaison avec lui? C'est monstrueux, maman. Je n'ai jamais voulu que tu l'épouses. » s'est-elle défendue, sa voix montant en volume. Au début, quand vous avez commencé à sortir ensemble, je me suis dit que ce ne serait pas sérieux, que ça passerait. Puis, quand c'est devenu plus sérieux, j'ai paniqué. C'est pour ça que j'ai commencé à me rapprocher de lui pour le détourner de toi. Je l'ai fixé, abasourdi par l'ampleur de sa manipulation. Tu as séduit mon fiancé pour m'empêcher de l'épouser? Au lieu de me dire la vérité? Comment aurais-je pu te dire une chose pareille? A-t-elle gémi. Comment te dire que l'homme que tu aimes pourrait être ton frère? Que ton père, cet homme merveilleux que tu as tant aimé, n'était peut-être pas ton père biologique? Alors tu as préféré me laisser dans l'ignorance? Me laisser construire ma vie sur un mensonge? Je pensais pouvoir arranger les choses. Jean-Pierre et moi avions prévu de te dire qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'il voulait annuler le mariage. Mais les semaines ont passé, les préparatifs avançaient et il devenait de plus en plus difficile de faire marche arrière sans créer un scandale. J'ai secoué la tête, incrédule. Un scandale? C'est ce qui t'inquiétait? Pas le fait que ta fille s'apprêtait peut-être à commettre un inceste? Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Le mot inceste, une fois prononcé, semblait flotter dans l'air comme un miasme toxique. Ma mère s'est recroquevillée sur elle-même, comme physiquement frappée par ce terme. Monsieur Clement a posé une main apaisante sur mon bras. « Amélie, je comprends votre colère, mais il reste une question cruciale à résoudre. William Moreau est-il réellement votre père biologique? Sans cette certitude, toutes ces suppositions restent. Des suppositions. » J'ai acquiescé, retrouvant un semblant de calme rationnel. « Tu as raison. Nous avons besoin d'une preuve définitive. » Ma mère a relevé la tête, ses yeux rougis s'agrandissant de peur. « Tu ne peux pas aller voir William avec ça. Ça détruirait sa famille, son mariage. »« Comme tu as détruit le mien ?» ai-je rétorqué sèchement. « De toute façon, je n'ai pas besoin de William. Un test ADN entre Jean-Pierre et moi suffira. »« Tu comptes le contacter ?» a demandé ma mère, alarmée. « Évidemment. Il a le droit de savoir qu'il a peut-être presque épousé sa demi-sœur, tu ne crois pas? » Elle a baissé les yeux, vaincue. « Tu as raison. Il mérite de connaître la vérité, aussi horrible soit-elle. » Monsieur Clement s'est levé, indiquant délicatement qu'il était temps pour lui de partir. « Je pense que vous avez besoin de discuter en privé, toutes les deux. Amélie, si vous avez besoin de quoi que ce soit... » « Merci, Monsieur Clement, » ai-je dit sincèrement. « Sans vous, je serais peut-être mariée maintenant. » Ignorant tout de cette situation. Il a incliné la tête avec gravité. Parfois, le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un est de lui dire une vérité qu'il ne veut pas entendre. Après son départ, ma mère et moi sommes restées assises en silence pendant ce qui semblait être une éternité. Les photographies étaient toujours étalées sur la table entre nous, témoins muets de cette catastrophe familiale. « Que comptes-tu faire maintenant ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je vais contacter Jean-Pierre, lui dire ce que tu m'as révélé, puis nous ferons un test ADN. Et ensuite, j'ai haussé les épaules. Ensuite, nous saurons, et nous agirons en conséquence. Et moi ?» a-t-elle demandé, vulnérable comme je ne l'avais jamais vue. « Pourras-tu jamais me pardonner ?» J'ai regardé cette femme qui m'avait mise au monde, qui m'avait élevée, qui m'avait aimée à sa façon. Malgré la colère et la douleur qui me submergeaient, je ne pouvais nier le lien qui nous unissait. Je ne sais pas, maman. Honnêtement, je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner complètement, mais tu restes ma mère. Nous trouverons un moyen d'avancer, d'une façon ou d'une autre.
Cette nuit-là, je suis retournée chez Camille, mon esprit tournant sans cesse autour de cette révélation bouleversante. J'ai écrit un message à Jean-Pierre, simple et direct. « Nous devons parler. C'est important. Retrouve-moi demain à 11h au Café de Flore. » Sa réponse est venue presque immédiatement. « J'y serai. » Le lendemain matin, je suis arrivée au café en avance, choisissant une table discrète à l'intérieur plutôt qu'en terrasse. Le Café de Flore, avec son histoire littéraire et intellectuelle, semblait un cadre étrangement approprié pour une révélation aussi existentielle. Jean-Pierre est arrivé à l'heure exacte, comme toujours. Il avait l'air fatigué, ses traits tirés par ce qui semblait être plusieurs nuits sans sommeil. En me voyant, son visage s'est animé d'un mélange d'espoir et d'appréhension. « Amélie ?» a-t-il commencé, s'asseyant face à moi. « Je suis tellement désolée pour tout. Ce qui s'est passé avec ta mère, c'était une erreur terrible, une folie passagère. Je t'aime, toi, et... tais-toi !» l'ai-je coupé fermement. « Je ne suis pas ici pour des excuses ou des réconciliations. Je suis ici pour te parler de quelque chose de bien plus grave. » Confus, il s'est tu, attendant que je poursuive. « Ton père ?» ai-je commencé, surveillant attentivement sa réaction. « William Moreau. Il a connu ma mère dans sa jeunesse, avant qu'elle ne rencontre mon père. » Jean-Pierre a froncé les sourcils. « Je ne savais pas. Elle ne me l'a jamais mentionné. Ils ont eu une liaison, » ai-je continué, impitoyable. « Une liaison qui s'est terminée juste avant qu'elle ne rencontre mon père. Je ne vois pas en quoi. » « Les dates correspondent, Jean-Pierre, » ai-je dit, plongeant mon regard dans le sien. « Il est possible, pas certain, que William soit mon père biologique, ce qui ferait de nous des demi-frères et sœurs. » Son visage s'est décomposé, passant de la confusion à l'horreur en quelques secondes. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, incapable de formuler une réponse cohérente. « C'est impossible, » a-t-il finalement balbutié. « Ta mère t'a menti. Elle essaie de créer une diversion, de détourner l'attention de sa propre culpabilité. C'est ce que j'ai pensé aussi au début. Mais les dates correspondent. Et la ressemblance entre ton père et moi, certaines personnes l'ont remarqué. » Il s'est passé une main tremblante sur le visage. « Mon Dieu, si c'est vrai, nous devons en avoir le cœur net, » ai-je dit, sortant une petite boîte de mon sac. « Voici un kit de test ADN. Simple, discret, fiable. Les résultats seront disponibles en ligne dans une semaine. » Il a fixé la boîte comme si elle contenait un explosif. « Tu veux que nous fassions ça maintenant? Ici? Pas ici. Mais aujourd'hui, oui. Je ne pourrai pas avancer tant que je ne saurai pas la vérité. » Il a hoché la tête lentement, comme engourdi. « D'accord, faisons-le. » Nous avons quitté le café ensemble, marchant côte à côte dans un silence pesant jusqu'à son appartement. Cet espace où nous avions partagé tant de moments intimes semblait maintenant étranger, contaminé par les possibilités terrifiantes qui planaient au-dessus de nous. Le prélèvement a été rapide, clinique, 2 échantillons de salive dans des tubes stériles, des formulaires à remplir, une enveloppe préadressée. Aucun de nous n'a parlé pendant le processus, comme si les mots risquaient de rendre la situation encore plus réelle, plus insupportable. « 1 semaine, » a-t-il dit finalement, alors que je m'apprêtais à partir. « Et ensuite, nous saurons. » ai-je répondu simplement. Ces 7 jours ont été les plus longs de ma vie. J'ai repris mon travail à l'école, enseignant la littérature à mes élèves comme si le monde n'avait pas basculé, comme si ma vie n'était pas suspendue à un résultat de laboratoire. Ma mère m'appelait quotidiennement, mais je laissais ses messages s'accumuler sur mon répondeur, incapable de lui parler tant que je ne connaissais pas la vérité complète. Camille a été mon roc pendant cette période, m'offrant un soutien discret mais constant. « Quelle que soit l'issue, » m'avait-elle dit, « tu as déjà fait preuve d'un courage extraordinaire. Tu survivras à cela aussi. » Le 7e jour, l'email est arrivé tôt le matin. « Vos résultats sont disponibles », annonçait l'objet du message. Jean-Pierre m'a appelé immédiatement. « Tu l'as reçu ?» a-t-il demandé sans préambule. « Oui. Tu l'as ouvert ?»« Non, pas encore. » Un silence. « Tu veux qu'on le fasse ensemble ?» J'ai réfléchi un moment. « Oui. Retrouve-moi chez Camille dans 1 heure. » L'attente a été insoutenable. Je tournais en rond dans l'appartement, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Camille m'a proposé de rester, mais j'ai refusé. Cette vérité, quelle qu'elle soit, nous appartenait à Jean-Pierre et moi seul. Quand il est arrivé, nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé. Mon ordinateur portable ouvert devant nous. L'email contenait un lien sécurisé vers les résultats. J'ai posé mon doigt sur le trackpad, hésitant une dernière fois. « Prêt ?» ai-je demandé. «
Il a acquiescé, le visage tendu. J'ai cliqué. La page s'est chargée, révélant un graphique coloré et une série de termes scientifiques. Mais au milieu de tout cela, une phrase se détachait, claire et définitive. Probabilité de partager un parent biologique, 0%. J'ai relu la phrase plusieurs fois, la soulageant en déferlant sur moi comme une vague géante. Nous ne sommes pas liés par le sang, ai-je murmuré, à peine consciente que je parlais à voix haute. Jean-Pierre a laissé échapper un long soupir, comme s'il retenait son souffle depuis des jours. « Dieu merci », a-t-il soufflé. « Au moins, nous avons évité le pire. » J'ai refermé l'ordinateur, étrangement calme. « Ça ne change rien à ce que vous avez fait, ta mère et toi. »« Je sais », a-t-il admis, baissant les yeux. « Ce que nous avons fait est impardonnable, test ADN ou pas. Je ne te demande pas de me pardonner, Amélie. Je voulais juste être sûre que nous n'avions pas commis l'irréparable sans le savoir. » Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, absorbant cette nouvelle réalité. Nous n'étions pas frères et sœurs. Marcel était bien mon père biologique. Ma mère avait commis une trahison impardonnable, mais pas un crime contre nature. « Que vas-tu faire maintenant ?» a demandé Jean-Pierre. J'ai réfléchi un moment. Je vais informer ma mère des résultats. Puis je vais prendre du recul, réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Paris est plein de souvenirs maintenant. Peut-être qu'un nouveau départ ailleurs me ferait du bien. Et nous ? J'ai secoué la tête, presque amusé par sa naïveté. Il n'y a plus de nous, Jean-Pierre. Il n'y en aura plus jamais. Il a hoché la tête, acceptant ma décision sans protester. Alors qu'il se levait pour partir, il s'est arrêté à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolée. Pas seulement pour la liaison avec ta mère, mais pour tout. Tu méritais tellement mieux. Oui, ai-je répondu simplement. Je méritais mieux. Après son départ, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer les résultats du test. Son soulagement était palpable, mais je lui ai fait comprendre que cela ne changeait rien à la rupture de confiance entre nous. Il faudrait du temps, beaucoup de temps, avant que nous puissions reconstruire une relation, si tant est que ce soit possible. 2 semaines plus tard, j'ai accepté un poste d'enseignante dans une école internationale à Lyon, un nouveau départ, loin des souvenirs et des trahisons parisiennes. Camille m'a aidé à emballer mes affaires, promettant de venir me rendre visite régulièrement. Le jour de mon départ, debout sur le quai de la gare de Lyon, j'ai regardé Paris s'éloigner par la fenêtre du train. Cette ville, qui avait été le témoin de mon plus grand bonheur et de ma plus grande douleur, devenait peu à peu un point à l'horizon. J'avais perdu un fiancé, j'avais perdu une certaine innocence, une certaine confiance en l'humanité, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux encore. La certitude que je pouvais faire face à la vérité, aussi laide soit-elle, et en sortir plus forte. La vie continuerait, différente, certes, mais peut-être plus authentique qu'elle ne l'avait jamais été. Aujourd'hui, 3 ans après ce jour à l'église Saint-Sulpice, je peux enfin regarder en arrière avec une certaine sérénité. Le chemin parcouru depuis cette trahison qui a bouleversé ma vie a été long, douloureux, mais nécessaire. Chaque étape m'a transformée, m'a forgée en la femme que je suis devenue. À Lyon, j'ai reconstruit ma vie pierre par pierre. L'école internationale où j'enseigne est devenue mon refuge, un espace où ma passion pour la littérature pouvait s'épanouir loin des ombres parisiennes. Mes élèves, avec leur curiosité et leur enthousiasme, m'ont rappelé chaque jour que la vie continue, qu'elle peut être belle même après les plus grandes tempêtes. Ma relation avec ma mère a lentement évolué. Les premiers mois, nos conversations étaient tendues, superficielles, limitées à quelques appels téléphoniques espacés. Puis, progressivement, nous avons commencé à reconstruire un lien différent. Pas aussi proche qu'avant, certainement plus prudent, mais authentique dans sa fragilité. Elle a suivi une thérapie, a travaillé sur elle-même, a tenté de comprendre pourquoi elle avait été capable d'une telle trahison. Je ne lui ai pas pardonné, pas complètement, mais j'ai appris à l'accepter avec ses failles, ses erreurs monumentales, son humanité imparfaite. Jean-Pierre a quitté Paris peu après moi. D'après ce que j'ai entendu, il s'est installé à Marseille où il a ouvert son propre cabinet d'architecture. Nous n'avons plus jamais communiqué directement, mais Camille, qui est restée mon amie fidèle, m'a dit qu'il semblait avoir changé, mûri à travers cette expérience. Une part de moi espère que c'est vrai, que cette histoire nous a tous transformés pour le mieux. Monsieur Clement, ce voisin discret qui avait eu le courage de me révéler la vérité, est malheureusement décédé l'année dernière, paisiblement dans son sommeil. J'ai assisté à ses funérailles, reconnaissante pour cet homme qui avait choisi la vérité plutôt que le confort du silence.
Sa collection de photographies a été léguée à un musée parisien, mais il m'a laissé une lettre et une image. Un portrait de moi enfant avec mon père, Marcel, capturé lors d'une fête de quartier. Au dos, il avait simplement écrit « Le véritable lien entre un parent et un enfant se trouve dans l'amour, pas dans le sang ». Cette phrase est devenue mon mantra, ma boussole morale. Marcel était mon père dans tous les sens qui importent. Son amour, sa présence, ses valeurs m'ont façonné bien plus profondément que n'importe quel ADN. La vie m'a réservé d'autres surprises depuis. Il y a 1 an, j'ai rencontré Thomas, un professeur de physique à l'Université de Lyon. Notre relation s'est développée lentement, prudemment, chacun respectant les cicatrices invisibles de l'autre. Il connaît mon histoire, toute mon histoire, et même, non pas malgré elle, mais avec elle, comprenant qu'elle fait partie intégrante de qui je suis. Mais ce qui m'a le plus transformée, ce n'est pas l'amour retrouvé, ni même la réconciliation partielle avec ma mère. C'est la découverte de ma propre force, de ma capacité à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et à en tirer une sagesse nouvelle. Cette expérience m'a appris que parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de refuser le mensonge, de choisir la vérité même quand elle nous brise le cœur, que le respect de soi est plus précieux que n'importe quelle relation, aussi importante soit-elle, que la dignité n'est pas négociable. J'ai également appris que le pardon, véritable et profond, n'est pas un événement mais un processus. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de lui permettre de coexister avec le présent sans qu'il ne l'empoisonne. J'apprends encore, chaque jour, à pardonner, à ma mère, à Jean-Pierre, et parfois le plus difficile, à moi-même pour avoir été si aveugle. Ma histoire n'est pas unique. Combien de personnes, en ce moment même, vivent dans l'illusion d'un bonheur parfait alors que les fondations de leur vie sont minées par des mensonges? Combien découvriront, comme moi, que ceux en qui ils avaient le plus confiance sont capables des pires trahisons? Si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne à trouver le courage d'affronter la vérité, aussi laide soit-elle, alors partager cette histoire aura eu un sens. Car au final, c'est ce que nous sommes tous, des êtres imparfaits, capables du meilleur comme du pire, naviguant dans un monde complexe où les certitudes s'effondrent parfois sans prévenir. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, elles viendront, inévitablement, mais d'apprendre à danser sous la pluie, à trouver la beauté même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, je ne regrette rien, ni d'avoir découvert ce journal intime la veille de mon mariage, ni d'avoir eu le courage de prendre ce micro à l'église et de dire la vérité devant tous. Ces moments de douleur aiguë ont été les catalyseurs d'une transformation profonde, d'une renaissance. Si vous vivez actuellement une trahison, si vous vous sentez perdu dans un océan de mensonges, sachez que vous n'êtes pas seul. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à l'illusion. Et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. J'aimerais connaître vos réactions à cette histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous confronté votre mère et votre fiancé en public comme je l'ai fait? Ou auriez-vous choisi une approche différente? Avez-vous déjà vécu une trahison similaire? Comment l'avez-vous surmontée? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages sont précieux, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui pourraient traverser des épreuves similaires et qui se sentent seuls dans leur douleur. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à Histoires à entendre pour découvrir d'autres récits de vie, d'autres témoignages qui pourraient résonner avec votre propre expérience. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies, des moments de vie qui nous rappellent notre humanité commune, nos fragilités partagées, notre résilience collective. Votre soutien signifie énormément pour nous. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque « j'aime » nous encourage à continuer ce travail de collecte et de partage d'histoires humaines dans toute leur complexité. Si vous appréciez notre contenu, pensez également à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Je tiens également à vous parler du « Merci », notre système de soutien financier. Réaliser ces vidéos quotidiennes demande beaucoup de temps, d'énergie et de ressources. Vos contributions, même modestes, nous permettent de continuer à produire du contenu de qualité, d'investir dans un meilleur équipement et peut-être même d'élargir notre équipe pour vous offrir encore plus d'histoires captivantes. Chaque don via le merci est une reconnaissance de notre travail, un encouragement tangible qui nous aide à maintenir ce canal et à le faire grandir.
Si vous avez apprécié mon histoire et souhaitez contribuer à la mission de Histoire à entendre, je vous invite chaleureusement à considérer cette option. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, votre empathie, votre présence virtuelle à mes côtés, pendant que je partageais ce chapitre douloureux mais transformateur de ma vie. C'est dans ces moments de connexion humaine, même à distance, que nous trouvons la force de continuer, de guérir, de grandir. À bientôt pour de nouvelles histoires, de nouveaux partages, de nouvelles réflexions sur cette magnifique et terrible aventure qu'est la vie humaine.